Bonsoir mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'information. Passons en revue les titres de ce journal. Législative 2021, début de la phase de dépôt des dossiers de candidature à la CEI ce jour. L'opération prend fin le 20 janvier prochain et les collèges électoraux sont convoqués le 6 mars prochain en vue de l'élection des députés de la mandature 2021-2025. Le ministère de l'Éducation nationale fait le bilan de ces 10 dernières années. La politique de l'école obligatoire et la compétitivité du système éducatif ivoirien ont été rappelés aux acteurs du secteur éducatif. Et hors de nos frontières, la France envisage de réduire les effectifs de sa force Barkhane, qui enregistre des succès opérationnels. Cela fera l'objet des échanges du prochain sommet conjoint entre la France et les pays du G5 Sahel. C'est en février prochain au Tchad. Bienvenue dans ce 23h. En Côte d'Ivoire, après la présidentielle en octobre dernier, la commission électorale indépendante prépare les élections législatives. Elles se tiendront le 6 mars prochain et depuis ce 4 janvier, les dossiers de candidature sont reçus au siège de la CEI. Cette phase est prévue s'étendre jusqu'au 20 janvier prochain. Éric Goré nous en dit davantage. Premier jour de dépôt des candidatures pour l'élection législative. Des box installées et les agents de la commission électorale indépendante présents. Ils sont prêts à accueillir les candidats. Mais avant cette phase, on fait les derniers réglages. Le président de la CEI est également sur le terrain pour galvaniser ses troupes et les encourager dans ce nouveau défi après la présidentielle d'octobre dernier. La Constitution dit que le pouvoir appartient au peuple et le peuple l'exerce de deux façons, soit par voie référendaire, soit par le biais de ses représentants élus. Ces représentants élus sont le président de la République et puis les parlementaires et tous les autres. Alors aujourd'hui, nous avons ouvert l'élection des parlementaires, notamment celui des députés. Donc les box sont là, vous pouvez le constater. Nous allons recevoir les dossiers des candidatures du 4 au 20 pour que ensuite la commission électorale les examine et donne la liste de ceux qui sont éligibles pour compétir à l'élection législative. Pendant ce temps, quelques citoyens ivoiriens vont prendre des renseignements liés à cette élection. Je vais avoir toutes les informations en ma possession pour pouvoir aller sur le terrain. En 8 jours, je serai prête parce que je ne suis pas née ici. C'est nous qui sommes nés à l'intérieur du pays. Là. Donc le casier judiciaire notamment, je dois le faire établir à l'intérieur. Le dépôt des candidatures pour l'élection législative est prévu du 4 au 20 janvier. Ce 4 janvier marqua aussi la reprise des activités en Côte d'Ivoire. Les heureuses et festives soirées de Noël et de la Saint-Sylvestre sont bel et bien terminées. Nous sommes lundi et la vie a repris son cours normal. Mais pour plus d'un, vous le verrez, retrouver la routine professionnelle s'avérait compliquée après les fêtes. Jean-Marc Jadji a observé cette timide reprise des activités après les fêtes de fin d'année. Voici son reportage. Nous sommes ce matin au lendemain des fêtes de fin d'année dans le quartier des Affaires au Plateau. Dans cette gare de taxis communaux, assez fréquentée par les passagers, les clients se font rares pour un premier jour de la semaine. Juste une petite file en attente de véhicules en provenance de quartiers populaires comme Yopougon, Marcory, Trècheville et Port-Boué. Je vais dire que les choses ont repris, mais les gens ne sont pas sortis nombreux. Il y a d'autres encore qui sont encore en fête, il a dit. Donc, il y a plein de personnes aussi qui ne sont pas sorties, tout ça. Voilà. On sent un tout petit vide. Dans ces restaurants et ces petits commerces, habituellement bondés de clients et de clientes, règne une ambiance de jour férié. Aux habitudes, on est beaucoup sortis, donc ça fait qu'aujourd'hui, même pour se lever le matin, c'était un peu compliqué. Depuis le matin, les clients viennent un peu, pas comme d'habitude. Peut-être c'est à cause de la fête, ils ont fêté, ils sont fatigués. À la cité administrative, les fonctionnaires rejoignent, comme à l'accoutumée, leur lieu de travail. Apparemment, le constat qu'on fait, la reprise, elle est plus ou moins timide. C'est tout à fait normal. Hein? On revient de la fête, les gens peut-être ont suffisamment mangé. Le temps peut-être de
de se ressourcer. Et puis on espère que dans les jours qui vont suivre, de plein pied pourront entrer peut-être dans leurs activités respectives. Les employés du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme sont à leur poste ce lundi matin. À la direction du logement, les dossiers sur les contrats de bail d'habitation sont à l'ordre du jour. Puisque c'était un long week-end, donc ça a permis aux différents membres du personnel de non seulement fêter allègrement avec leur famille, mais en même temps de profiter pour se reposer, puisque c'était un long week-end. Donc dans ces conditions-là, la reprise, bien au contraire, est beaucoup plus spontanée et on vient avec beaucoup plus de dynamisme. Les activités reprennent progressivement dans le district d'Abidjan, surtout après 2 semaines de festivités, placées sous le signe de la cohésion sociale et de l'espoir en cette nouvelle année 2021. Et nous vous l'annoncions dans les titres, l'éducation nationale a fait son bilan. La ministre en charge de ce département a fait le point de ces 10 années de gestion de ce secteur. Les défis relevés, les perspectives ont été énoncées à cette occasion. Patricia Omoetia. Cérémonie festive et récréative du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. 10 ans après, c'est l'heure du bilan. Une fois, j'étais avec des amis enseignants et ils m'ont dit avec le système des inscriptions en ligne, vraiment, ça a mis fin au recrutement parallèle. Pour avoir réussi à assurer la continuité éducative en pleine crise sanitaire, la ministre de l'Éducation nationale a félicité ses collaborateurs. Elle leur a réitéré sa confiance. Nous avons trouvé l'école ivoirienne dans tous ses états en termes de délabrement. Délabrement physique, délabrement moral surtout. Et là, si on peut réparer le physique, si on peut réparer les infrastructures, si on peut trouver du matériel, mais le côté moral, la gouvernance, elle est difficile. Et c'est ce qu'elle a réussi à faire. Pendant 10 ans, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes qu'elle a eu à recadrer, à reformater, à souder pour qu'ensemble, nous fassions ce cheminement-là. Les réalisations effectuées et les mesures exceptionnelles prises en faveur du secteur de l'éducation-formation montrent clairement que l'école est au cœur du projet de société du président de la République, a indiqué Kandia Kamara. Plus de 40 000 salles de classe en moins de 10 ans, 320 lycées au collège, 2 CAFOP, une quarantaine de lycées professionnels, sans compter les centres de formation professionnelle, près d'1 million de rationnaires que nous avons aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui mangent chaque jour à l'école, dans les cantines qui ont été construites. Sans oublier les plus de 750 000 tables bancs distribuées dans nos écoles et la politique de gratuité. Et surtout, pour nous, la cerise sur le gâteau, c'est cette loi votée en 2015 pour rendre l'école obligatoire. La ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a demandé à ses collaborateurs de demeurer attentifs à l'évolution des tendances du secteur éducation-formation. Face aux enjeux d'une école compétitive et résiliente, de nombreux défis attendent. Nous parlons à présent d'évolution technique et c'est dans le domaine des médias. Le signal analogique sera progressivement interrompu pour rendre effective la télédiffusion numérique. Les modalités de ce passage imminent à la TNT sont expliquées dans ce reportage de Serge Colléa. Achetez vite votre équipement TNT avant le 1er janvier 2021. Sinon, pas d'image. Voici le message véhiculé par la société ivoirienne de télédiffusion depuis novembre 2020. En clair, il est question de procéder à l'extinction du signal analogique. Sans l'antenne TNT ou le décodeur, les téléspectateurs seront tout simplement privés de télévision. Il s'agit essentiellement, en tout cas, des images de la RTI. Nous n'allons pas provoquer les populations. Voilà, c'est mécanique, paf, on arrive, on éteint tout et un coup. Il n'est pas question de cela. Ces zones qui sont concernées, nous allons d'abord commencer à envoyer des messages, des alertes sur les écrans. Ensuite, nous allons mettre les contacts de tous les revendeurs de kits dans ces régions-là.
de telle sorte que donc, ces populations, on leur laisse le temps pour celles qui ne l'ont pas encore fait. Et donc, région par région, nous allons procéder à l'extinction de l'analogie. Avec une couverture d'environ 60% du territoire national, la télévision numérique terrestre est plus qu'une réalité. En 2021, elle le sera davantage. Depuis le lancement officiel de la TNT à Bobo, nous avons déployé donc sur Boaké et région, Korogo et région, Kounfao et région, Boaflé et région, Ma et région, et nous venons d'ajouter quelques centres donc d'Aloa et région. Ensuite, vous avez Bécoufouin, donc c'est bien Adzopé et région. On s'est donné jusqu'à fin mars en tout cas pour pouvoir déployer la TNT sur les 35 sites que compte donc la Côte d'Ivoire. Yeo Adama, directeur général de la Société ivoirienne de télédiffusion, et ses équipes s'apprêtent à passer la vitesse supérieure. En termes d'attractivité et d'avantages, les gains de la TNT sont énormes et diversifiés. Qualité de réception, chaîne gratuite, technologie de pointe, multiplicité des fréquences. La télévision numérique terrestre a été officiellement lancée en février 2019 par feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. La Société ivoirienne de télédiffusion est chargée du déploiement du réseau et de la diffusion des chaînes en Côte d'Ivoire. L'entrepreneuriat suscite l'engouement des jeunes Ivoiriens et plusieurs ont décidé de tenter l'aventure. L'exemple à Boisseau, dans le sud Comoé, les jeunes ont présenté des projets verts au conseil régional. Des initiatives qui ont été encouragées. Ils ont reçu des chèques du conseil régional. Mamadou Kouassi revient sur cet événement. Des chèques de 3 à 4 millions de francs CFA remis à ces jeunes de la région du sud Comoé. Des start-up et d'autres jeunes organisés en association bénéficient de financement de leurs projets. Des projets portant sur l'économie verte et circulaire dans la région du sud Comoé. C'est un projet d'énergie solaire. Ça permet de sorte que l'énergie solaire soit accessible à tout le monde. Voilà. Avec nous, vous avez la possibilité, c'est-à-dire les habitants du sud Comoé, à payer les installations solaires par modalité. Il y a des cages qui sont confectionnés pour pouvoir mettre dans la rivière. Et ces cages-là, il y a l'eau qui traverse à travers ces cages et mettre 1000 poissons dans chaque case, au maximum en 6 mois, pour atteindre une taille moyenne de 500 grammes. Dans cette région, le conseil régional a mis un accent particulier sur l'insertion socio-professionnelle des jeunes et des femmes. Cela à travers des métiers verts, notamment la pisciculture, l'agriculture et le recyclage. Pour tous ces projets, l'institution bénéficie du soutien de l'Union européenne. Une enveloppe globale de 480 millions de francs CFA est mise à la disposition des jeunes et des femmes. À la cérémonie de remise des chèques, le ministre Eugène Akaolé, président du conseil régional du Sud Comoé, a réitéré son message à l'endroit des jeunes. Tout cela traduit l'engagement du conseil régional à dépasser le seul cadre de la mise en place des infrastructures de base pour aller vers la promotion des jeunes. Il faut permettre aux jeunes de se prendre en charge. Le tout n'est pas de placer les jeunes dans des sociétés. Nous devons inculquer à nos jeunes la culture de l'entrepreneuriat et c'est vers ça que nous tendons. À ce jour, le couple Union européenne Conseil régional du Sud Comoé a facilité l'installation de 46 jeunes de la région pour des activités génératrices de revenus. Et la valeur travail est louée par la police nationale. 253 personnes ont été distinguées officiers dans l'ordre national, chevaliers dans l'ordre national et chevaliers du mérite ivoirien. Parmi les récipiendaires figurent 6 civils. Les images de cette cérémonie de distinction sont rapportées par Ahmed Traoré et Jean-Marc Djadji. Ils sont au nombre de 253 personnes, composées de 52 commissaires, 21 officiers, 50 sous-officiers, 124 retraités et 6 civils à être décorés en reconnaissance de leur mérite et de leur dévouement en faveur de l'État. Ils reçoivent les médailles d'officier dans l'ordre national, chevalier dans l'ordre national et chevalier du mérite ivoirien. Chers collaborateurs, chères collaboratrices, membres du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, cette joie est justifiée. D'abord, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, fait de la célébration du mérite un sacerdoce.
Il a lui-même initié la journée de l'excellence pour récompenser les meilleurs d'entre nous. Il est fondamental que nous nous inscrivions tous dans sa vision pour célébrer les plus valeureux. Ensuite, j'avais fait personnellement la promesse de renouer avec cette messe des valeurs telles que le recommandent les statuts de la police nationale. Au nom des récipiendaires, le général de police Yao Kouadio Joseph s'engage pour la sécurité des Ivoiriens. C'est grâce au travail de tous que la police nationale redore son image de marque vis-à-vis des populations et a pu ramener l'indice de sécurité à 1,2. En outre, l'ensemble des récipiendaires voudraient se souvenir de tous ces braves policiers travaillant dans des conditions difficiles et ceux qui ont perdu la vie en protégeant les populations. Les médailles de la police nationale peuvent être décernées aux agents ayant au moins 15 années d'activité, également n'ayant pas commis de faute grave. Ils peuvent être décernés à d'autres personnes si le ministre estime qu'elles le méritent. La Covid-19 pourrait aussi recevoir le prix de la pandémie la plus meurtrière de ces dernières années. La vigilance reste de mise, même en 2021. Voyons ensemble le point de la situation en Côte d'Ivoire. Ce 4 janvier 2021, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique annonce 152 nouveaux cas de Covid-19 sur 1816 échantillons prélevés. 116 cas de guérison sont également annoncés et 0 cas de décès. La Côte d'Ivoire compte ainsi 22 800 cas confirmés, parmi lesquels sont dénombrés 22 145 personnes guéries, 138 décès et 517 cas encore actifs. La pandémie est toujours aussi présente, alors veillons au respect strict des mesures barrières. Ces gestes qui sauvent les mesures barrières ont été quelque peu oubliés durant ces fêtes de fin d'année. Mamadou Kouassi nous conduit à Adiaké, où le passage à l'an 2021 fut célébré de diverses manières par les populations. On regarde. S'unir autour d'un repas, c'est la formule adoptée par les populations de la ville d'Adiaké pour accueillir la nouvelle année 2021. À l'invitation du député maire Yacouba Hiensié, les différentes couches de la société sont retrouvées pour célébrer le réveillon. Et quand minuit arrive, c'est la joie, même chez les tout petits. Les plus grands peuvent aussi formuler des vœux. Dieu fasse que nous soyons orientés et motivés par le pardon, la paix et la générosité. Très bientôt, nous aurons les élections législatives. Je souhaite que la paix qui règne à Adiaké continue de régner. Et ça, c'est grâce à vous que Dieu permette que toutes ces élections se passent sans encombre au niveau d'Adiaké. Après le dîner, le préfet du département d'Adiaké et le député maire Yacouba Hiensié ont fait le tour de plusieurs services. Il s'agit de l'hôpital, du commissariat de police et de la brigade de gendarmerie pour encourager le personnel en activité en cette nuit du 31 décembre 2020. À chaque personnel, un message particulier a été passé. Vous pouvez vous poser à la maison, voilà, les enfants attendent à la maison et vous avez décidé d'être au service des populations. Merci à vous. C'est vrai que vous avez, c'est un sacerdoce pour vous, mais quand même, on vient vous encourager. On vous dit qu'on est à vos côtés. Pendant ce temps, les maquis et boîtes de nuit sont pris d'assaut pour célébrer la nouvelle année. Avec la situation du pays, le coronavirus, les élections, mais Dieu a fait grâce, l'année est venue nous trouver en santé. Je suis allé à l'église pour remercier le Seigneur et puis par la suite, je suis allé m'amuser en famille. Comme Dieu nous a gardés en vie durant toute l'année 2020, nous rentrons dans une nouvelle année, alors on a décidé de venir s'amuser un peu au bar. Si certains ont fait le choix du show, d'autres ont préféré par contre le recueillement, et ce à travers des veillées de prière. 2020 a été une année beaucoup éprouvée. Il y a eu beaucoup de maladies, beaucoup de choses. Dieu nous a fait grâce, on a pu terminer cette année en bonne santé. Donc on est venu lui confier cette année 2021 qui s'annonce pour que tout se passe bien. Je suis venu lui rendre grâce, pour lui dire merci pour tous ses bienfaits. Je lui demande de me donner la santé, longévité, de veiller sur mes enfants, sur toute ma famille, mes frères, mes soeurs. Et ces différentes célébrations ont duré jusqu'au petit matin du 1er janvier 2021. Dans certains ménages,
La fête de Nouvel An dure plusieurs jours. Voilà 2021, une année pleine de perspectives. Et en politique, le RHDP se montre très compétitif pour les prochaines échéances électorales. Le directeur exécutif du parti reste, lui, focus sur les stratégies à mettre en œuvre pour les législatives du 6 mars prochain. Il s'exprime au micro d'Alexis Ouedraogo. Sur la scène politique pour 2021, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix veut glaner encore plus de lauriers. La Côte d'Ivoire a été ébranlée en 2020. D'abord par la pandémie, la Covid-19, et ensuite par la disparition brutale de feu Amadou Gon Coulibaly, qui était notre candidat désigné, mais aussi de la mort du ministre de l'administration, le ministre Diakité. Autant d'événements qui ont éprouvé notre famille politique. C'était aussi l'occasion pour nous de traduire notre admiration au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui a fait le don de soi, non seulement pour sauver la famille RHDP, mais sauver la famille Ivoire. Et par sa candidature, il a permis donc à la Côte d'Ivoire de rester collé à la stabilité, à la paix et à la dynamique de développement déjà amorcée depuis 10 ans. Si à l'heure du bilan, le parti pleure ses disparus, il entend plus que jamais mobiliser ses hommes pour les prochaines échéances électorales. Le 6 mars, nous avons les élections législatives, élections pendant lesquelles le RHDP doit donc offrir au président Alassane Ouattara une majorité confortable à l'effet de lui permettre de réaliser son projet de société, la Côte d'Ivoire solidaire. Et une fois les listes de candidatures validées et rendues publiques, le parti entend organiser dans le courant du mois de février un vaste séminaire pour affiner la démarche de campagne. Rappelons que c'est ce lundi que démarre l'opération de dépôt des candidatures à la commission électorale indépendante. Et toujours sur les activités du RHDP dans le département de Kouto, le coordinateur Bruno Nakmanekone a sillonné plusieurs villages pour encourager l'engagement des militants et aussi témoigner la gratitude de son parti. On fait le point avec Soro Corona. 15 villages du département de Kouto, région de la Bagoué, sillonnés en 2 jours. Une tournée de la délégation régionale du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, pour dire merci aux militants. Remerciements relatifs au suffrage massif accordé à la présidentielle du 31 octobre 2020 au candidat du RHDP, Alassane Ouattara. Dans tous les villages visités, le coordonnateur régional a salué l'engagement des militants, une démarche appréciée par la population. Je suis très heureux de cette initiative qui est légitime parce que ce n'était pas donné. Tout s'est bien passé, on a eu vraiment un score très intéressant. Au nom de la direction du RHDP, Bruno Kone a traduit la reconnaissance du parti. Nous avons estimé qu'il était bon de venir les saluer, de venir les remercier et en même temps de venir prendre la feuille de route pour la suite. Les populations ont exprimé leur gratitude au gouvernement pour les projets réalisés en vue de leur bien-être quotidien. Plusieurs doléances ont été émises. Donc nous savons qu'il y a encore des attentes par-ci, par-là. Et nous avons voulu profiter de cette tournée pour entendre nos populations sur ces attentes. Et de retour, nous allons réfléchir à comment nous pouvons apporter des solutions. Le ministre Bruno Kone a également échangé avec les chefs traditionnels de Bondiali. Les garants des us et coutumes ont manifesté leur reconnaissance au ministre pour les actions sociales posées en leur faveur. Dans la commune d'Abobo, la 10e édition du Festival des Arts et Cultures d'Abobo a tenu toutes ses promesses. Plusieurs artistes de renom ont offert aux populations un beau spectacle de fin d'année. Le point avec Abou Sanogo. Commune d'Abobo, il est 19h et déjà la scène du Festival 10, le Festival des Arts Culturels d'Abobo est surchauffé. Les artistes de renom font danser et vibrer le complexe sportif d'Abobo.
véritable moment d'attraction qui égaye les populations. Le Festival 10 a pour objectif de leur permettre de communier dans un esprit d'unité et de passer d'agréables fêtes de fin d'année. C'est un festival qui arrive après des moments difficiles que la population a traversés. On s'en souvient, la pandémie à coronavirus a secoué le monde entier, y compris la Côte d'Ivoire. Donc il était question pour nous de permettre à notre population de terminer l'année en beauté. Le représentant du ministre de la Culture et de la Francophonie et le représentant du parrain, maire de la commune d'Abobo, ont salué l'initiative des organisateurs et se sont engagés à les accompagner. Le Festica est un festival qui est venu au sortir de la crise donner une bonne image à la commune d'Abobo pour faire connaître mieux Abobo sur le plan de la culture. Surtout que, comme je l'ai indiqué, c'est la commune qui porte la culture dans les districts d'Abidjan et même en Côte d'Ivoire. Le Festica est le cadre privilégié de l'exercice de la cohésion sociale et du vivre ensemble qui tiennent tant à cœur à nos gouvernants, notamment au président de la République et à tout le gouvernement. Donc le ministère de la Culture ne pouvait pas être absent. Soutenu par les associations de femmes d'Abobo, le Festival 10 a permis à la direction de IDT d'offrir des kits à la mairie de la commune d'Abobo. Une visite des stands a mis fin à la soirée inaugurale. Rendons-nous à présent dans le nord du pays, où l'archidiocèse de Korogo est désormais dirigé par Monseigneur Ignace Bessi. Il devra coordonner les activités de 29 paroisses, suivant ce récit de Franck Quadio. Sans guide depuis la démission de Monseigneur Marie-Daniel Dadi en octobre 2017, l'archidiocèse de Korogo est sous la juridiction pastorale de Monseigneur Ignace Bessi Dogbo. L'annonce de cette décision prise par sa sainteté, le pape François, a été faite le 3 janvier 2021 par le nonce apostolique Monseigneur Paolo Borgia. Notons que Monseigneur Ignace Bessi Dogbo était l'évêque du diocèse de Katiola, mais aussi l'administrateur apostolique de Korogo, une nomination qui sonne comme une confirmation pour celui qui est l'actuel président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, et ce depuis le 21 mai 2017. L'église, c'est la communion. L'église, la communion n'est pas. Mais cette communion ne doit pas être seulement spirituelle, encore moins intellectuelle ou théologique. Cette communion doit se faire concrète. Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, né le 17 août 1961 à Niangwa-Djamé, a été ordonné prêtre le 2 août 1987 dans le diocèse de Yopougon. Désormais archevêque métropolitain de Korogo, Monseigneur Ignace Bessi Dogbo aura à charge de coordonner les activités de 29 paroisses, d'une dizaine de congrégations religieuses, d'une cinquantaine de catéchistes et d'un clergé diocésain constitué d'une trentaine de prêtres, dont une vingtaine en coopération missionnaire ou pour des études hors du pays. L'information hors de nos frontières à présent, la France révise sa stratégie militaire antiterroriste dans la région du Sahel. Elle envisage de réduire les effectifs de sa force Barkhane et selon la ministre des Armées, le déploiement de 600 hommes décidé il y a un an lors du sommet de Pau et qui a porté les effectifs de Barkhane à 5500 hommes a rempli sa mission. Cette décision sera prise au cours du prochain sommet conjoint de la France et des pays du G5 Sahel qui se tiendra en février prochain à N'Djamena, au Tchad. Cette prévision serait motivée par les succès opérationnels enregistrés par la force Barkhane contre le terrorisme dans la région du Sahel. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Excellente année à toutes et à tous et rendez-vous demain pour un autre journal.